Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 49e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Désolé si on entendait la voiture qui passait. Aujourd'hui, du coup, on a un programme chargé avec, dans un premier temps, on va parler d'un bug qui a eu lieu sur Lightning et plus particulièrement, ça semblait impacter les nœuds LND. Euh, Puis on parlera d'un papier de recherche qui est paru sur les roll-ups sur Bitcoin, donc la possibilité de faire ce qu'on appelle des validity roll-up au-dessus de Bitcoin. Et donc, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est intéressant et qu'est-ce que ça impliquerait en termes de compromis? Et enfin, on parlera de Stratum V2, on en a déjà parlé ici. Stratum, c'est un peu le protocole qui permet aux mineurs de discuter avec les poules de minage. Et il connaît sa première mise à jour depuis 2012 et qui est assez intéressante pour plusieurs raisons, mais notamment, on en a déjà parlé ici, parce que ça permet d'accroître la résistance à la censure de Bitcoin en faisant en sorte que c'est les mineurs qui créent leur bloc candidat et non plus les poules. Et donc, c'est plus possible pour une poule de minage de censurer les transactions en fabriquant ces blocs sans que les mineurs aient trop grand-chose à y redire. Donc voilà un peu pour le sommaire. Et on va commencer tout de suite avec le sujet sur le bug sur Lightning, donc qui était à la fois pas trop grave, mais quand même assez important pour justifier qu'il faille mettre à jour assez rapidement. Donc notamment si vous utilisez LND, ou d'ailleurs si par ailleurs vous utilisez la librairie BTCD, donc qui était celle qui était impactée par le bug, c'est vraiment recommandé de mettre à jour rapidement vers la dernière version qui contient un correctif pour justement ce bug, hein, qui a été publié, le correctif très très rapidement quand on s'est rendu compte du bug. Et donc maintenant que cet avertissement est donné, je vais peut-être décrire rapidement un peu le bug, ce qui s'est passé. Donc, il a été mis en lumière, ce bug, par quelqu'un donc un développeur Bitcoin qui a fait une transaction un peu particulière, qui était une transaction multisignature, 998 pour 999. Donc ça, c'est des joyeusetés qu'on peut faire maintenant qu'on a Taproot. Euh, et donc c'est une grosse transaction. Et ça a permis de se rendre compte qu'en fait, dans BTCD, donc qui, je le redis, est une librairie dont LND se sert à un certain endroit, LND s'en sert pour parser les blocs, donc quand il récupère un bloc pour le lire, quoi, en gros. Et en fait, cette librairie, elle faisait encore un check à cet endroit-là sur la taille de la transaction qui était héritée de la version 0 de Segwit, donc c'est un truc assez vieux. Et en fait, même si on a toujours besoin de faire un check parce qu'on peut pas ne pas faire de check de taille, en fait, la taille au-dessus de laquelle on disait bah, la transaction est trop grosse, elle était beaucoup trop petite par rapport à ce qui est admissible actuellement. Et donc, c'était ça le bug. Et donc, le correctif, ça a juste consisté à augmenter, à changer cette valeur de taille maximale et à mettre quelque chose de plus grand. Euh, et quelle a été la conséquence du coup pour les nœuds LND? En gros, ça veut dire qu'ils ont loupé le bloc où il y avait cette transaction-là. Donc voilà, ils l'ont pas vu eux, parce qu'ils n'ont pas réussi à le lire tout simplement. Et donc pour la plupart des nœuds LND, la conséquence ça a été assez euh, comment dire, gérable, quoi. C'était juste que comme leur nœud avait l'impression d'être non synchronisé, ce qui était le cas en fait, du coup, hein, puisqu'il lui manquait un bloc, il ne laissait pas ouvrir de nouveaux canaux, parce qu'en gros, LND ne permet pas d'ouvrir de nouveaux canaux quand le nœud est non synchronisé, ce qui est pas plus mal. Et ensuite, éventuellement, ce qui aurait pu se passer, et à ma connaissance, c'est pas arrivé, c'est si quelqu'un, l'un de vos pairs, fermait le canal et que la transaction de fermeture se trouvait dans le bloc que votre nœud n'a pas pu lire parce qu'il n'a pas réussi à le déchiffrer, bah à ce moment-là, vous avez loupé la transaction de fermeture, donc vous n'êtes pas au courant que le canal il est fermé. Donc ce qui peut déjà être un peu rigolo. Et ensuite, si en plus la personne le ferme mais en trichant, bah là vous n'avez même pas vu qu'il a triché, donc vous pouvez même pas le punir puisque vous n'êtes pas au courant. Donc Mais ça, a si, priori, c'est pas arrivé. s'il a loupé un bloc, comment LND a pu synchroniser les suivants? Genre, il s'est arrêté juste avant Bah, le bloc avec je la sais pas transaction ou elle... exactement, je sais pas exactement comment c'est géré dans LND, mais de ce que j'ai compris, ils ont continué en tout cas, à récupérer les blocs suivants. Alors à mon avis, Ouais. quand même, je sais pas trop ce qu'ils en faisaient, mais ils avaient toujours les blocs d'après. Ok, donc ça n'a pas arrêté la 5 au bloc en question, quoi. Non, mais quand même, tu vois, tu as le paramètre, enfin la variable
comment c'est, je sais plus, mais en gros, la variable qui dit si ton nœud il est synchronisé ou pas, elle était quand même sur false parce qu'il manquait un bloc, quoi. Le LND voyait bien qu'il y avait un trou. Et je sais pas si du coup il prenait la peine de lire les blocs suivants ou juste s'il les récupérait quand les pires lui donnaient en attendant d'en faire quelque chose. Je sais pas exactement quel était le statut de ces blocs-là en attendant que ça soit résolu. T'es sûr qu'il arrivait à synchroniser les blocs d'après? Parce que en vrai, je crois que Ça juste, m'étonne aussi, moi. pour moi, il renvoyait quand j'essayais d'ouvrir des canaux avec des vieux nœuds Lightning dont je pensais qu'ils n'avaient pas été update. Ce que ça me renvoyait comme erreur, c'est que le père n'avait pas sa blockchain qui était synchronisée. Et Oui, je oui, savais que oui. le père était LND. Mais en fait, Donc, ma question, c'est en gros, pour moi, effectivement, s'il manque un bloc, même s'il télécharge la suite, il doit quand même dire out of sync parce que bah, il lui manque un bloc, il n'a aucune certitude sur le fait que les blocs suivants, ils se raccrochent bien à l'historique puisqu'il lui manque, il a un espèce de chaînon manquant au milieu. Donc je pense qu'effectivement, on peut considérer que du coup, en fait, comment dire, la question c'est juste est-ce qu'il téléchargeait, il continue à télécharger les nouveaux blocs en attendant? Je pense qu'il faisait ça, mais je pense qu'ils en faisaient rien parce qu'eux, ils ne savaient pas du coup si c'était la bonne chaîne ou pas. Donc ça revient au même en fait. ouais, après, de toute façon, quand tu utilisais le backend, enfin, ça dépend du backend que tu utilisais. Si tu utilisais Bitcoin Core pour faire ta synchronisation de blockchain, bon, bah oui, ils étaient bien téléchargés, mais c'est juste que je pense que LND ne voulait plus tenir compte des blocs téléchargés suivants, mais il les vérifiait plus et du coup, il se bloquait à la hauteur du bloc juste avant la transaction qui était problématique, il me semble. Enfin, je Ouais. suis pas complètement sûr, mais il me semble que la hauteur de bloc était bloquée, que le LND il se bloquait à la hauteur de bloc précédente et il bougeait plus. Voilà, je sais pas. Ouais, ouais, ça ferait sens, hein, je suis d'accord, mais c'est parce qu'en fait j'avais lu, mais j'ai lu un peu vite et je sais plus exactement, je crois que c'était Locke qui disait ça, que dire que c'était out of sync, c'était peut-être un peu pas tout à fait exact parce que il continuait à récupérer les blocs suivants. Mais du coup, j'ai pas creusé plus que ça. Et Ok. effectivement, même s'il les récupérait encore, ils pouvaient pas en faire grand-chose parce qu'ils avaient aucune assurance sur le fait que ça appartienne bien à la chaîne entre guillemets canonique. Donc bon, ça revient exactement au même de toute façon. Euh, et donc voilà, et donc a priori personne n'a été impacté autrement que par ben, l'incapacité de fermer des canaux, d'ouvrir de nouveaux canaux, pardon, ou bien des fermetures qui sont arrivées. Ben, j'ai pas l'impression que le bug en lui-même devait susciter de fermeture forcée, donc je pense que c'est des gens qui ont fermé par précaution peut-être. Euh, et ensuite, donc il y a l'autre problème potentiel qui est de rater des fermetures à cause parce qu'elles étaient dans le bloc qui était illisible. Et donc c'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de mettre à jour, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas mis à jour, si quelqu'un s'amuse à publier une transaction qui est faite de telle sorte qu'elle va déclencher le même bug, ben, il peut en profiter du coup en sachant que vous n'arriverez pas à récupérer le bloc ben, pour force close des canaux en trichant, et donc vous volez des fonds. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre à jour. Et d'ailleurs, il y a un tool dont on voulait parler. Lounès l'a fait remarquer, donc, qui s'appelle L-Exploit et qui permet justement donc de faire des attaques un peu sur Lightning facilement et qui incorpore justement un tool pour en un clic faire se déclencher ce bug et donc essayer comme ça de piéger des nœuds qui n'auraient pas mis à jour. Donc c'est assez important de le faire. Ouais, on m'entend? Ouais, nickel. Pour tous ceux qui utilisent Umbrel, pour faire la mise à jour, ce que vous devez faire, c'est aller donc sur votre interface et c'est pas une mise à jour de Umbrel en tant que lui-même parce que vous devez savoir que du coup maintenant N'est-ce pas, ouais. on met à jour les applications individuellement. Donc il faut bien que vous allez dans votre nœud Lightning, dans les apps et là vous cliquez sur Update. Voilà, c'est aussi simple que ça prend une minute même pas. Mais pour ceux qui ont Umbrel, c'est comme ça qu'on fait. Moi, il y a eu pas mal de mises à jour BTCP, qui est aussi un nœud embedded quand on l'utilise sans Umbrel, qui a aussi bénéficié de cette mise à jour. Donc c'est quand même assez important. Je pense que maintenant, l'ensemble des nœuds un peu tout faits ont cette mise à jour. Ouais, 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 complètement. Je crois que tous les nœuds. Et le fixe a d'ailleurs été vraiment release assez vite. Bon, d'un autre côté, c'était pas un fixe très compliqué. Fallait changer une variable en gros. Mais voilà, il a été disponible, je crois, dans les heures qui ont suivi
l'incident. Donc voilà, chapeau, merci Rosebeef pour le fixe rapide. John? Ouais, et je voulais rajouter aussi le fait que c'est important d'avoir une watchtower, d'utiliser une watchtower. Du coup, parce que, alors bizarrement, la watchtower apparemment n'était pas concernée, la watchtower de LND. Et donc, si vous étiez concerné par ce bug, eh ben, un moyen de se protéger, c'était d'avoir d'utiliser une ou plusieurs watchtowers. Et du coup, elle aurait pu surveiller pour vous des transactions de triche, quoi. Donc, soit vous utilisez des watchtowers, des personnes de confiance, soit vous en montez une vous-même et vous la faites tourner sur un petit serveur, un VPS, pas trop cher. Enfin, franchement, ça vaut vraiment le coup et je trouve que ça mitige bien un certain nombre de risques. Ouais, complètement. Ouais, effectivement, super bon point. Voilà, donc n'hésitez pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, si vous avez des questions sur ce point-là. On rappelle qu'il faut du coup faire la mise à jour donc sur Lightning ou si même vous utilisez BTCD. Il me semble pas qu'on ait dit le. Juste, il me semble pas qu'on ait dit le numéro de la version, c'est la 0.15.2 qu'il faut faire. Tu l'as dit, j'ai pas entendu, ça a coupé, je crois. Ouais, j'ai dit c'est la 0.15.2. Ok, top, merci. Et du coup, je vais enchaîner je vais faire une petite transition vers le deuxième sujet. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez encore un point, si vous avez une question sur ce point-là. Et donc, le deuxième sujet concerne lui aussi, au moins en partie, la scalabilité de Bitcoin, puisqu'il s'agit d'un article de recherche donc fait par Litecoin, donc c'est @Litecoin sur Twitter, sur les roll-ups et est-ce que ça peut être pertinent d'en faire au-dessus de Bitcoin. Donc Litecoin, il travaille là-dessus parce qu'en gros, il a répondu à la Human Rights Foundation qui avait proposé plusieurs grants, donc plusieurs subventions pour des gens qui fassent de la recherche sur certains aspects de Bitcoin. Donc il y en avait une autre, par exemple, c'était de faire des stablecoins natifs sur Lightning, ce genre de choses. Et donc là, le sujet, c'est d'étudier la faisabilité et l'intérêt de faire des roll-ups au-dessus de Bitcoin. Et donc là, c'est les premiers résultats. Voilà, donc c'est un, un article de recherche qui est sur le site, donc c'est bitcoinrollups au pluriel.org, qui est assez dense, qui est assez intéressant et qui détaille un peu quels seraient l'intérêt de faire ça, quels seraient les prérequis si on voulait le faire aujourd'hui sur Bitcoin et quels seraient les compromis à faire en termes de sécurité, éventuellement de décentralisation, etc. Je ne sais pas si Lounès, tu veux synthétiser, je crois que tu as eu plus le temps de le lire que moi. Mais sinon, de toute façon, Litecoin a fait un trade qui résume le papier, même si le trade est en lui-même déjà aussi un peu dense. Ouais, bah j'ai eu une demi-heure de plus que toi, donc c'est pas tant que ça non plus. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'un roll-up, c'est une chaîne de blocs parallèle à une chaîne parente et qui en fait va à chaque bloc de la chaîne parente ancrer une preuve de validité des transactions de la chaîne d'à côté, quoi. Et, euh, et puis et voilà, en gros, ce que j'ai pas compris par contre, c'est est-ce que il me semble que les transactions sont quand même sur la chaîne parente. J'ai demandé à Abdel, mais il m'a pas encore répondu. Parce qu'il parle du coup quand même de scalabilité, d'utiliser ces rollups sur Bitcoin et qu'on serait limité en nombre de transactions, qu'on serait quand même limité en nombre de transactions. Donc j'ai pas compris s'il y avait que la preuve qu'on foutait sur Bitcoin et que du coup que les full nodes vérifiaient tout ça, ou alors s'il y avait les transactions et la preuve et que la différence c'était qu'en fait il n'y avait aucune signature pour toutes les transactions du rollup qu'on mettait sur la chaîne et qu'en fait on vérifiait tout avec une seule validity proof. Mais Euh, je me rends compte que j'ai skippé un peu les trucs. En gros, tu as une chaîne parallèle, tu as t'as des producteurs de blocs sur cette chaîne-là qui récupèrent les transactions comme une chaîne normale et qui vont produire un bloc enfin, c'est un autre réseau en fait. C'est complètement un autre réseau. Et en fait, pour que les full nodes acceptent un nouveau bloc sur le rollup, il faut
que la preuve de la validité de ce bloc-là soit ancrée sur la chaîne. Donc en gros, le producteur de bloc, il compute son bloc, il fait la preuve, il ancre la preuve dans une transaction d'update d'état du rollup sur la chaîne principale, enfin, sur la chaîne Bitcoin en l'occurrence. Et une fois que c'est confirmé, et ben, tous les full nodes du rollup rajoutent ce bloc, et puis pour eux, c'est un bloc confirmé, quoi, comme s'il avait été miné. Et euh, la passerelle un peu entre les deux, en fait, enfin, ce qui constituerait le rollup, on va dire, c'est en l'occurrence, Litecoin, il parle surtout de smart contract. Donc, comme c'est déjà fait sur Ethereum, du coup, c'est un smart contract auquel tu envoies des coins et qui te les redonne sur le rollup et puis inversement. Et, euh, et voilà, déjà, est-ce qu'il y a des questions? J'ai expliqué un peu vite et j'ai oublié des trucs, mais j'ai pas eu trop le temps non plus. Ouais. euh, Moi, enfin, tous ces trucs techniques là, ça a l'air génial. J'ai toujours du mal, en fait, quand je demande, quand on parle de layer 2, quand on parle de Stark, etc., de roll-up, machin, j'aime toujours qu'on me présente, en fait, sur les trois axes qu'on peut voir comme le côté permissionless, résistance à la censure et, on va dire, custody. Quels sont les compromis? Parce qu'on voit que sur Lightning, on a un certain nombre d'avantages, on a des inconvénients. Et sur les Stark, on nous présente souvent, alors je sais que c'est pas le sujet, hein, mais on nous présente qu'il y a en fait après tout que des avantages. J'imagine que sur les roll-up, on peut aussi nous le présenter de cette manière-là. Là, tel que tu me le présentes, ça vachement un peu à liquide, mais avec un peu plus de science project dedans. Et du coup, je sais pas, enfin, avoir ton avis là-dessus Bah, sur ce que ça moins, permet en termes de, de permissionnest, ouais. etc. Quoi. Et bah, dans le rapport, il y a une section assez massive, enfin, c'est même la section la plus longue du rapport sur justement les trade-offs et les risques. Donc à ce niveau-là, enfin, il est assez honnête quand même. J'ai pas eu le temps de la lire en entier. Mais niveau décentralisation, résistance à la censure, pour moi, on n'est pas loin du zéro pointé parce que il présente ça en disant enfin, la totalité des roll-up existantes en production utilisent un producteur de blocs qui est centralisé. Et donc, du coup, il y en a un seul. Et dans le rapport, il dit, oui, mais c'est pas grave parce que si jamais il arrête de produire des blocs, et ben, les users peuvent unilatéralement retourner sur la chaîne principale, tu vois. Et pour moi, ça, c'est vraiment pas un argument parce Alors, que en au-delà combien de de la temps? production, Ils disent en en combien combien de de temps? Parce que temps liquide en bah, fait, on peut sortir aussi hein, au bout d'un. ça fonctionne pas avec des time locks en fait. Dans le cas où il y a un smart contract, lui, il gère pas les blocs, lui, il gère juste le peg, on va dire. Ce que tu peux faire pour ressortir unilatéralement, c'est tu fournis au smart contract la preuve que tu détiens des coins sur le rollup, enfin, tu lui files les datas qu'il faut, etc. Et puis, le smart contract te fait la transaction pour te rendre des coins en gros. Mais ça protège vraiment que si le seul producteur de bloc qu'il y a ne produit plus le bloc. Donc, si la chaîne, si le rollup est bloqué, on va dire. Mais ça résout pas du tout les problèmes de résistance à la censure. Ouais, Fanny, si t'as levé la main. Ouais, non, moi je trouve que bon, déjà, de ce que j'ai compris, effectivement, tu peux sortir quand tu veux tout seul, ce qui est un bon point, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment autant le cas sur Liquid. Tu vois, par exemple, de ce que j'ai compris, il faut quand même que tu aies une signature de deux tiers du quorum pour pouvoir sortir et revenir sur Bitcoin. Alors après, tu peux toujours swapper, mais bon, si le quorum décide d'arrêter complètement de signer des blocs sur Liquid, ben, tu peux plus swapper parce que tu peux le faire une transaction. Donc de ce point de vue-là, ça m'a l'air quand même un peu mieux. Et ensuite, pour ce qui est du caractère de résistance à la censure, effectivement, aujourd'hui, c'est quand on parle avec des gens de Stark, par exemple, c'est le gros point où ça pêche un peu, c'est-à-dire que bah, c'est soon, quoi, que ça va venir bientôt. Et c'est toujours bientôt que, il pourrait y avoir plusieurs validateurs de blocs et qu'on va résoudre le problème de la décentralisation sur la production de blocs sur les rollups. Euh, mais je pense que, en vrai, c'est pas non plus une fatalité. Enfin, peut-être que ça viendra effectivement. Euh, et le fait qu'on puisse toujours ressortir, bah, je trouve que ça atténue quand même un peu ce risque. Et tu vois, quand tu le compares à des solutions
comme des mints pour du Shomiani Cash, là, où là, pour le coup, tu renonces à la custody, mais tu es quand même suspendu au bon vouloir du serveur central qui gère la mint. Bah, je trouve qu'on est quand même un tout petit peu mieux sur un roll-up que sur une mint, même si elle est fédéralisée, quoi. Et John, tu voulais rajouter quelque chose, non? J'ai vu que tu voulais commencer à parler juste avant, Fanny. Non, c'est juste pour te remercier pour la présentation. Ah, ok. Avec grand plaisir. Par contre, peut-être un point qui est important aussi à soulever, c'est que dans la grosse partie des compromis, Litecoin, il fait pas mal de comparaisons avec Lightning, où effectivement, Lightning, il y a quelques trucs qui sont vraiment relous. Le fait qu'il faille que tu sois tout le temps en ligne et que tu aies de la liquidité entrante pour recevoir des paiements, c'est vrai que c'est des trucs qui font partie aujourd'hui des principales problématiques, on va dire, en termes d'expérience utilisateur. Et c'est des choses qui n'existent pas sur les rollups. Mais par contre, le gros inconvénient aussi d'un roll-up, pour moi, c'est que actuellement, si tu veux faire des trucs bah, qui permettent de faire autre chose que juste des transactions, il te faut des covenants récursifs. Et donc, il te faut un nouvel opcode. Et bah, ça, on sait tous que on le verra peut-être pas. Enfin, il y a déjà un peu la queue quoi, pour les nouveaux opcodes. C'est pas sûr que ça passe en priorité. C'est pas sûr que qu'il y ait un large consensus derrière une proposition pour faire un opcode qui amène des roll-ups. Donc c'est bien qu'il y ait ce rapport, ça permet d'avoir une discussion qui est basée sur des faits et de pouvoir en discuter voilà, de manière un peu scientifique, quoi. Mais pour moi, c'est quand même. Lighting a plein de défauts, c'est clair, mais l'un des gros avantages, quand même, c'est que il n'y a pas eu besoin d'ajouter un Fanny, paiement sur Lightning. Ouais. Fanny, t'as des petits problèmes avec ton micro, je crois. Ça gratte un peu dans tous les sens. Ah, c'est le vent, pardon. Il a changé de sens, donc je m'étais mis à l'abri, mais du coup, on n'a rien entendu, c'est ça? Si, on a entendu, juste ça déchire un petit peu les oreilles par moment. Mais du Pardon. coup, ce que j'ai pas, ce que tu as dit, c'est que si on voulait plus que les transactions sur les roll-ups, il faudrait implémenter plus de choses sur Bitcoin, c'est ça? Ouais, parce qu'en gros, Bah, il bah, te faut. pas vraiment, pas vraiment. C'est pour implémenter les roll-ups tout court. Et une fois que tu as les roll-ups, après, si tu veux les nouveaux trucs, tu les fais sur la chaîne roll-up, quoi. T'as Pour plus moi, besoin la d'avoir. problématique, c'est qu'il faut que ta chaîne sur laquelle tu te bases, au-dessus de laquelle tu construis ton roll-up, donc Bitcoin en l'occurrence, il faut qu'elle ait suffisamment d'expressivité dans sa programmabilité, entre guillemets, pour que tu puisses faire les trucs au-dessus. Et donc, il manque justement dans l'expressivité de Bitcoin ce que permettent des covenants récursifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, c'est pas, à mon sens, de ce que j'ai compris, c'est pas vraiment pour faire des roll-ups percés, enfin, juste faire un roll-up que tu as besoin d'ajouter un opcode, c'est pour pouvoir faire des roll-ups qui permettent de faire ce qu'on appelle, entre guillemets, les smart contracts à la Ethereum, quoi. C'est dans ce sens-là que, enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Ok, moi j'ai pas compris ça comme ça. Moi, j'ai compris en disant que pour implémenter les roll-ups, effectivement, il fallait des commandes récursifs et qu'après, une fois qu'on aurait des roll-ups, on faisait un peu ce qu'on voulait au-dessus, quoi. Et que c'était pour ça qu'ils voulaient le pousser aussi. Mais peut-être que j'ai mal compris, hein. Non, je sais pas. Faudrait voir. Peut-être qu'on regardera après, on en parlera. Moi, tout ce que j'ai compris, si tu veux faire un roll-up qui fait vraiment juste de la transaction, t'as pas besoin des covenants récursifs. Mais peut-être que si, hein, effectivement, je sais pas. Mais donc il faut quoi là pour faire leur truc s'il faut pas, faut juste un opcode particulier quoi. Ouais, Bah, ce qu'il juste. faut, en fait, non, mais ce qu'il faut surtout, c'est que c'est implémenté, vu qu'on n'a pas de smart contract, on n'a pas de langage Turing complete sur Bitcoin pour l'instant, il faut implémenter dans les full nodes la vérification des preuves, quoi. Oui, mais Ouais, mais donc ça s'implémente, enfin ça nécessite un soft fork, l'ajout d'une fonctionnalité. C'est pour ça que je parle d'opcode, mais peut-être autre chose quoi. Mais... Ou alors c'est vraiment opt-in et c'est ceux qui veulent l'utiliser qui l'activent dans un client particulier.
crois que c'est opt-in, hein, si tu as envie de. Je pense que si tu veux pas essayer de comprendre ce qu'il y a dans la transaction du roll-up, bah, tu dis qu'elle est valide et voilà. Je pense que bah, du Mais, coup, c'est comme ça que ça fait un soft fork, quoi. Donc c'est opt-in. mais oui, mais enfin, justement, enfin, soft fork, alors bon, oui, c'est d'accord. Mais il y a quand même une activation à faire. Tu fais une prise en compte à une heure, Bah, etc. moi Enfin, ou mon père John. vous m'entendez pas? Très Bah, moi, haché, je t'entends très genre mal, mais on après, t'entend. c'est peut-être moi. Ouais, 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 non, ouais, voilà, moi tout à fait. aussi. Très haché, ouais. Là, vous m'entendez? Oui, Là, ouais. Allô? Moi, je t'entends, oui. Oui, oui. Bon, on a perdu John, les amis. oups, N'empêche on a qu'on perdu retient pour que deux. Bitcoin, ça reste quand même compliqué, hein. Oui, ça reste compliqué, et puis c'est aussi, on n'a pas forcément eu le temps de lire tout le rapport en entier, quoi. Mais pour moi, je suis pas forcément convaincu de la chose pour l'instant. Après, je suis sceptique de base, donc J'ai l'impression que Test un John est deux, revenu. est-ce que ça tourne Ouais, encore? ouais, ouais. Tu nous entends, Roxy? Ah, ouais, le space de galérien, ok. On a perdu. On a deux hommes à terre là. on a perdu Roxy. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne sur Stratum? Moi, j'ai plus trop. Bah, Faudrait que peut-être qu'on fera. Ouais, j'allais juste dire, s'il y a des questions, montez les poser, il n'y a pas ouais, de problème. bien sûr. En bas à gauche pour demander la Je- parole. Peut-être ça vaudra le coup de refaire un sujet sur les roll-up parce que là, il a publié ça bah, dans la semaine, quoi. Donc, il n'y a pas eu encore énormément de retours, alors que justement, bah, c'était l'un des buts de ce truc-là aussi, c'était de susciter un peu des discussions, etc. Donc, ça sera peut-être intéressant une fois que plus de personnes ont discuté la chose, que nous, on aura eu le temps aussi peut-être de plus approfondir le sujet, de voir ce qui en ressort, etc. Super. Bah, donc, on va enchaîner avec Stratum, où là aussi, Luna, je crois que tu es un expert. C'est dommage qu'on n'ait pas Guillaume aussi, mais bon, on pense à lui, très fort. Oula, oula, Euh, ça fait longtemps, hein. je crois que j'ai oublié le son de sa voix un petit peu, mais j'écoute des anciens épisodes de temps en temps pour m'en rappeler. Du coup, Stratum V2, donc on en avait déjà parlé plusieurs fois. Donc Stratum, en gros, ce que c'est que c'est le protocole qui permet, aujourd'hui d'ailleurs, je crois que c'est bah, quasiment le seul qui est utilisé. Donc ça permet aux mineurs qui sont en pool de minage de discuter avec le pool et donc réciproquement au pool de discuter avec les différents mineurs pour justement faire ce partage du travail qui permet, bah voilà, c'est tout ce qui est minage en pool, donc qui se permet de se répartir le travail et donc de se répartir les récompenses. La version actuelle, elle a quelques défauts. Le défaut principal pour moi, c'est celui du coup de la résistance à la censure. En gros, actuellement, c'est le pool qui va créer le bloc candidat. Donc, vous savez que les mineurs, ils travaillent sur un bloc candidat, c'est-à-dire ils rassemblent plein de transactions, ils les mettent dans le bloc et ils essayent de miner ce bloc-là. Donc, ce bloc-là, c'est ce qu'on appelle le bloc candidat. Et donc, c'est le pool aujourd'hui qui choisit les transactions qu'il inclut dans le bloc. Et les mineurs, ils minent sur ce bloc-là. Ils n'ont pas trop le choix. Enfin, ils peuvent toujours changer de pool, mais ils ne peuvent pas trop faire autre chose, quoi. Alors qu'avec Stratum V2, ce seraient les mineurs eux-mêmes qui décideraient de quelles transactions ils mettent dans leur bloc. Et donc, il y a bah, ce risque-là de censure par les pools de minage, il disparaît un peu. Et donc, pour moi, c'est très important parce qu'on dit toujours que enfin, quand des gens objectent que Bitcoin n'est pas décentralisé parce que le minage est concentré dans quelques pools, ben, vous savez, on répond toujours que en fait, il ne faut pas confondre pool et mineur parce que les mineurs, ben, eux, sont beaucoup plus décentralisés que les pools de minage en elles-mêmes. Ce qui est vrai. Et aujourd'hui, d'ailleurs, alors je ne sais pas si tous les mineurs le font, mais les mineurs, ils peuvent très bien comparer la version, enfin, le bloc que propose leur pool avec le bloc que eux ils auraient proposé, et du coup constater si il y a de la censure de transaction ou non, et s'il y a de la censure, changer de bloc, changer de pool de minage, pardon.
Et donc là, ça permet d'aller encore plus loin. Stratum V2, ça permet vraiment de mettre le pouvoir vraiment entre les mains des mineurs. Et donc là, vraiment, ce contre-argument qu'on utilise déjà aujourd'hui, il sera encore plus fort. Et là, il sera voilà, complètement indiscutable, je pense. Et après, il y a d'autres améliorations qui, à mon avis, sont un peu moins importantes, mais qui sont très importantes pour les mineurs de taille un peu industrielle, qui est que Stratum V1, en gros, ça t'avait une connexion entre chaque machine et le pool. Et donc, si tu avais 10 machines, tu avais 10 connexions. Alors, très vite, les différents mineurs, enfin, il y a eu des proxys. Donc, c'est une couche de logiciel que tu mets en plus pour rassembler les connexions des mineurs en une seule connexion avant de l'envoyer au pool. Donc, qui ont été développés pour contourner cette limitation-là. Mais là, du coup, dans Stratum V2, on aura directement la possibilité de fédérer les connexions de tous ces mineurs en une seule connexion pour discuter avec le pool, plutôt que d'avoir à utiliser un proxy qui a été développé ailleurs, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Et puis ensuite, il y aura aussi, si j'ai bien compris, des améliorations sur le format des échanges de données Devant entre Panis. les pools, encore, entre les Devant, pools de ouais. minage et les mineurs. Et donc ça aussi, c'est cool. Ça permettra de réduire un peu il y aura un peu besoin d'un peu moins de calcul pour tout ce qui est discussion entre les mineurs et le pool. Et donc, c'est un peu plus efficace du point de vue énergétique. Et donc ça, effectivement, c'est aussi intéressant quand on gère une flotte de minage assez importante parce que toutes ces petites économies s'additionnent et se cumulent. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter autre chose. Peut-être, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que donc, quand on dit que Stratum V2 est là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a il y a une implémentation de référence qui a été publiée. Donc, c'est une version de référence du logiciel. Donc, c'est open source, etc., bien entendu. Et donc, ça permettra à tous les mineurs qui le souhaitent, à toutes les poules de minage qui le souhaitent, de commencer à la tester pour l'apprivoiser, pour faire remonter éventuellement certains bugs qui pourraient encore rester, etc., etc. Et donc, c'est un pas assez important de plus vers l'adoption de Stratum V2 pour de vrai dans le monde réel. John? Ouais, je voudrais juste modérer la toute première partie sur les avantages sur la résistance à la censure. À chaque fois, on le redit, mais après, on va nous dire qu'on survend Stratum, tout ça, qu'on n'est pas honnête, machin. Le facteur de pouvoir proposer, c'est son bloc template, il est opt-in par la pool de minage. Donc, on pourrait imaginer effectivement qu'elle le propose et puis un jour, on vienne toquer à sa porte et qu'elle ferme en fait cette possibilité. Donc faut quand Dans même ce le cas-là, prendre. tu changes de pool. Oui, non, mais d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une amélioration, certes. C'est pas un gilet pare-balles, tout ça. Ça remédie pas complètement en fait cet aspect au sein de la poule. Et effectivement, le fait de pouvoir débrancher, rebrancher, ça reste la plus grande force de la proof of work, comme tu dis. Ouais. Non, mais effectivement, c'est un bon point, ouais. Merci de l'avoir ajouté. Du coup, en fait, dans le pire des cas, on retombe sur notre protection actuelle. Et dans le cas un peu moins pire, on a cette fonctionnalité supplémentaire qui permet, dans le fonctionnement nominal, on va dire, d'assurer un peu plus de résistance à la censure. On va troller un petit peu, mais si un mineur demain il veut pouvoir miner du Bitcoin SV, il débranche, il rebranche sur un autre pool et il peut le faire, quoi. Alors on peut dire ouais c'est un désavantage pour la proof of stake. Moi je trouve que ça fait partie de sa plus grande puissance. Et avec le proof of stake, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. On peut pas débrancher ses Ethereum, enfin ses ETH ou une autre proof of stake et le brancher sur une autre comment dire sur une autre chaîne en proof of stake. Donc moi je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient vis-à-vis de la résistance à la censure. En parlant de Proof of Work et Proof of Stake et bloc, là, on a un peu des chiffres. En fait, maintenant, plus de 50%, en fait, la grande majorité des blocs produits sur Ethereum depuis le merge sont produits par des entreprises qui sont OFAC compliant. Donc, du coup, qui doivent suivre les régulations des États-Unis par rapport aux adresses, elles peuvent inclure, etc. Donc, vous voyez où ça nous mène à Proof of Stake.
J'ai jeté un froid, j'ai pas insulté vos darons, hein, j'ai insulté la daronne Ah, de votre steak. Attention à ce que tu dis, hein. Il y a une petite équipe qui va venir chez toi, ne résiste pas, hein. Je crois qu'on a eu un timide retour de Roxy, mais on l'a reperdu peut-être. Non, C'est je suis vrai. là, je suis Ah, il complètement est là. malade, donc franchement, j'ai pas grand-chose à dire. À la limite, je peux vous dire qu'on a créé une newsletter en tout noir, mais à part ça, je n'ai rien apporté. Désolé, je suis KO là. Mais très intéressant. De la censure, tu vois, voilà, de la censure envers Rosie. Ok, ben on À la pense limite, moi fort j'ai à une toi. question par rapport à Stratum. Vas-y. Je me souviens que Guillaume disait que la solution ultime, ce serait que ça soit implémenté directement dans les ASX en sortie de production d'usine. Est-ce que, enfin, j'avais mal compris à l'époque? Est-ce qu'il y a vraiment un truc comme ça qui permettrait de faire que ça soit vraiment par défaut? Ou j'ai complètement inventé ça? Alors, je suis pas sûr de piger parce que quand on lance une ASIC, normalement, elle est raccordée à un ordinateur. C'est lui qui s'occupe de la connexion à la poule. Alors après, peut-être que je dis une ânerie, mais bon. Non, je demande à Guillaume ou Creuset, j'essaierai de le mettre en commentaire. Non, mais je crois que parfois c'est intégré dans l'ASIC, effectivement, le côté, la partie qui communique avec le pool. Enfin, donc c'est dans la même boîte, quoi. Ah Mais, oui, bien que tu parles, oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui. et donc effectivement, mais je pense que bah, aujourd'hui, il y a Stratum V1 dedans par défaut, parce que de toute façon, c'est le protocole utilisé par tout le monde ou presque pour communiquer, enfin, par tous les mineurs pour communiquer avec le pool. Donc effectivement, je pense que ce que voulait dire Guillaume, c'est que à terme, l'adoption de Stratum V2 sera facilitée forcément si les fabricants d'ASIC mettent directement Stratum V2 et plus Stratum V1 dans leur machine. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire et je pense que va y avoir une courbe d'adoption de, de ce software-là. On pourrait d'ailleurs voir un peu, peut-être qu'il y aurait des tentatives par certains fabricants plus ou moins capturés qui du coup mettraient que Stratum V1, mais ça, c'est toujours des trucs que tu peux changer a posteriori. Alors, il y aurait peut-être un jeu du chat et de la souris où on t'obligerait à. Il y aurait des trucs un peu verrouillés où tu pourrais pas trop changer le firmware, mais ça, de toute façon, ça change toujours. Euh, mais c'est clair que l'adoption de Stratum V2 sera d'autant plus rapide que les fabricants de matériel incorporent ce nouveau software dans leur machine. Et on est d'accord que le consensus, il est anonyme pour Stratum V2. Il n'y a pas de débat, tout le monde l'aime bien. Tant qu'il n'y a pas de bug critique, il n'y a pas de. Enfin, toute la communauté est OK, même si c'est optionnel. C'est pas ça n'a rien à voir avec un fork ou quoi que ce soit. C'est juste une manière de communiquer. Dans l'absolu, tu peux très bien utiliser autre chose, faire ton pool, faire un autre protocole complètement close source. Et si les gens ils y vont, bah tant mieux. Tu vois, il y a pas de. C'est pas comme des mises à jour de Bitcoin, quoi. Puisqu'en plus, Stratum, il est utilisé par plein d'autres protocoles proof of work, et qui pourraient éventuellement en bénéficier également de Stratum V2. Ouais, À j'avais bien part- compris ça. Je me posais plus la question si est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment anti-Stratum V2 et c'était quoi leur argument? Ou est-ce que finalement tout le monde est d'accord? Klaus Schwab, je pense qu'il aime pas trop. Mais à part ça, dans la communauté Bitcoin, j'ai l'impression que tout le monde est plutôt d'accord. OK. C'est rare qu'on soit d'accord. Donc, c'est Ju- cool. Juste pour compléter, je pense qu'on peut. Les ASIC, elles peuvent être mises à jour aussi. C'est juste que c'est super galère à mettre à jour tout un parc, mais il me semble quand même qu'elles peuvent être mises à jour et elles devraient être mises à jour pour des mises à jour de sécurité ou ce genre de choses. Parce que je sais qu'il y avait eu des histoires de mini ASIC qui avaient une partie software qui était un petit peu daubée et qui pouvait être exploitée sur les interfaces d'admin. Et il y avait des personnes qui s'étaient fait en fait hacker leur mini ASIC. Alors c'est pas les ASIC adurcissales qu'on peut voir, mais quand même. Et du coup, les mecs se retrouvaient à miner sur une autre adresse et tout, ils comprenaient pas, et juste parce que en fait leur interface d'admin s'était fait hacker. Et donc, tout ça pour dire que ces ASIC, elles devraient être mises à jour et elles pourraient, dans le principe, bénéficier de Stratum V2 sans avoir à attendre un nouveau batch de nouvelles ASIC.
Ouais, de toute façon, Brains OS, là, qui est l'un des. Enfin, c'est la boîte, donc c'était anciennement Slushpool, donc ceux qui propulsent littéralement Stratum V2 et qui avaient déjà propulsé Stratum V1 à l'époque. Ils ont aussi leur propre firmware pour certains ASIC. Donc ils arrivent pas, ils supportent pas encore tous les ASIC, mais bah, ils travaillent un peu en permanence sur. Mais donc en gros, ça permet de. En gros, ils arrivent à trouver la fréquence parfaite pour chaque ASIC où il est le plus efficace en termes énergétiques. Et donc ça, effectivement, tu peux l'installer sur ton ASIC et donc tu vas réussir comme ça, ils appellent ça le tune. Et donc il va réussir parce que la fréquence, elle change pour chaque ASIC, même, c'est pas une question de modèle, c'est vraiment chaque machine individuelle, elle a une fréquence qui peut être légèrement différente, une fréquence de fonctionnement optimale. Et donc ce firmware-là a réussi à la trouver et à miner à cette fréquence-là. Et donc c'est mieux, quoi. Et donc ça, effectivement, il y a pas mal de gens, quand tu as un ASIC qui est compatible, qui peuvent changer le firmware. Donc ça, c'est complètement faisable. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limitation. Et effectivement, c'est plus compliqué, comme tu le disais, sur des gros parcs. Il y a Nicolas aussi qui faisait une bonne remarque, qui est que peut-être que... parce que là, j'ai essayé d'imaginer, en fait, comment est-ce qu'on pourrait mettre des bâtons dans les roues de Stratum V2. Et donc, effectivement, les compagnies qui fabriquent des ASIC pourraient dire, bah, si vous changez le firmware, ça fait sauter la garantie. Et donc, si tu veux garder la garantie, bah, tu es obligé de rester sur le firmware de base et tu peux pas avoir V2. Parce que effectivement, ça me paraît compliqué de mettre un vrai blocage qui peut pas être contourné sur le logiciel, quoi. Un iPhone, ça se jailbreak, etc. Euh, mais il pourrait jouer sur la garantie ou sur ce genre de choses. Bah, après, je crois qu'en plus, il y a des chances qu'ils soient close source pour certains. Après, donc il y a cet aspect-là. Et puis même, en fait, je crois qu'il y a des proxys Stratum V2 et donc il suffit de connecter ton ASIC à ce proxy et puis après, tu as un Stratum V2 complet, quoi. Donc, Ouais, au bout complètement. d'un Ouais, ouais, moment, le tout à fait. blocage, il a plus vraiment de sens, surtout que économiquement, il est plus intéressant Stratum V2 que Stratum V1. Oui, oui. Dernière question, est-ce qu'il y a un site facile pour suivre la courbe d'adoption, quel pourcentage du market Stratum V2 a été, enfin, qui a update ou quoi? Ça se trouve sur même Pool.space, ça se trouve vous si on veut cette info, pour suivre un peu ça. On peut pas vraiment, enfin, à ma connaissance, ça reposerait C'est uniquement sur impossible de des. savoir. Ouais, il faudrait que les poules de minage le reportent, quoi. Elles disent, bah, nous, on utilise Stratum V2 et on a telle quantité de nos mineurs qui ont switché et qui, effectivement, avec qui on discute en V2. Mais c'est pas un truc que tu peux observer de l'extérieur. C'est séparé du réseau, en fait. C'est vraiment juste la communication entre les mineurs et les poules de minage. Ok, nickel, très clair. Question, moi je me demande, économiquement, on est d'accord que c'est plus intéressant pour le mineur de générer son template lui-même dès lors qu'il a accès à un full node, hein. Parce que en soi, il perd pas le temps de devoir enfin d'attendre que la pool construise le bloc suivant pour pouvoir commencer à miner avec plus de transactions dans son bloc. Parce que sinon, enfin, je sais pas, vous voyez, de temps en temps, il y a des blocs vides qui sont minés et ils sont minés immédiatement après un bloc parce qu'en fait, il y a un laps de temps pendant lequel une pool de minage voit qu'il y a un nouveau bloc qui est arrivé, n'a pas eu le temps de le valider et donc du coup ne propose pas de transaction pour remplir le bloc suivant, propose juste un bloc vide. Et des fois, il arrive qu'un mineur, dans ce petit laps de temps, trouve un bloc alors que le bloc est vide. Donc, du coup, ça crée des blocs vides. Et je me demandais si Stratum V2, avec l'option activée pour les mineurs de remplir eux-mêmes le bloc, pouvait pas aider un peu à ce niveau-là. Et donc, du coup, oui, il y aurait un intérêt économique supérieur si ça aidait. Mais je suis pas complètement sûr de ça. Donc, je sais pas s'il y en a qui Oui. ont des détails. Si, il y a même un double intérêt économique, il y a celui que tu décris, et il y a l'autre aspect, c'est que actuellement sur Stratum V1, le gestionnaire de pool, il doit envoyer à l'ensemble des mineurs le bloc template. Donc, je sais pas, prend un bloc qui va faire 2 mégas, il va falloir le pousser en fait à l'assemblée des nœuds, et donc ça coûte de la bande passante à pouvoir adresser. Et en fait, bah, si tu remplaces en fait tout ça par chacun construit de son côté,
ça distribue, en fait, ça économise pour le gestionnaire de pool en bande passante. Donc, tu vois, c'est un double intérêt économique. Donc ouais, il y a quand même des chances. Enfin, c'est vis-à-vis de ce que tu disais sur le fait que oui, une pool de minage pourrait décider de ne pas l'activer pour entre guillemets censurer, mais en soi, c'est pas dans son intérêt économique parce qu'elle est en train de mettre en péril la pérennité de ses clients quelque part si elle fait ça. Parce que bon, les mineurs, pour eux, c'est absolument primordial de récupérer le rendement maximum pour la force de travail qu'ils fournissent, quoi. Donc, je me dis que mine de rien, il y a quand même une incitation économique à l'adoption de la partie qui permet en tout cas de rendre la résistance à la censure encore plus importante. C'est pour ça que que je suis assez positif hein, sur ce protocole-là, mais voilà, je me demande s'il y a un vrai intérêt économique à justement ajouter de la résistance à la censure grâce à ces intérêts, enfin, à ces incentives économiques que tu as décrits en fait. Donc voilà, je sais pas, j'ai bon espoir quand même qu'il y ait du Stratum V2 avec possibilité pour le mineur de construire son bloc un peu partout, que ce soit le modèle dominant, parce que simplement il y a un intérêt économique à avoir ce type de modèle de production de blocs. Donc voilà, c'est plutôt, enfin, moi je trouve ça plutôt bien, mais j'espère que ce sera le cas. Et côté mineur, l'intérêt économique supplémentaire, il est que si jamais la pool de minage censure, nécessairement, ça veut dire elle renonce à certains frais, certaines transactions qui peuvent être peut-être intéressantes en termes de frais. Et donc le mineur, lui, il a cet intérêt économique de dire, bah non, moi, je crée mon propre bloc et du coup, je mets effectivement les transactions qui rapportent le plus dedans. Donc il est là aussi, je pense, pour le mineur, l'intérêt économique. Oui, oui, ça c'est clair. Et puis même le mineur, il peut mettre des transactions à zéro frais qu'il a créé lui-même dans son bloc. Enfin bon, il y a plein d'avantages pour le mineur en lui-même parce qu'il a vraiment plus de souveraineté sur le bloc qu'il propose, c'est sûr. Et puis même là, dans le cas de Stratum V2 avec cette feature-là, si la pool commence à faire de la censure, en fait, ça veut dire que un mineur qui aurait trouvé un bloc valide, qu'il aurait construit lui-même avec des transactions qui sont pas OFAC compliantes, en fait, la pool refuse son bloc. Donc elle refuserait de le payer alors que pourtant le bloc est valide, quoi. Donc je pense que enfin, ça devient très très difficile pour une pool de minage de prendre de telles mesures, on va dire, vis-à-vis de ses clients, quoi. Donc je sais pas. Enfin bon, après je sais pas exactement ce qu'il en est du KYC dans des mining pools, mais bon, enfin ça, en tout cas ça demande des mesures beaucoup plus contraignantes, donc c'est clair que ça aide beaucoup au niveau de la résistance à la censure, quoi. Bon. Carrément. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez un propos liminaire à ajouter. Et sinon, on va clôturer petit à petit. Si tu veux, Roxy, comme tu es malade, je perfectionne encore mon aptitude à faire les outros. Euh, du coup, n'hésitez pas, si vous regardez le replay sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire si la plateforme où vous nous écoutez vous le permet. Sachez aussi que vous pouvez nous écouter sur des apps de podcast 2.0 qui permettent de streamer des sats en direct. Donc, par exemple, Fontaine. On a un tout nouveau site qui est entonnoirdubitcoin.space. Vous pouvez retrouver tous ces liens-là. Donc, n'hésitez pas. Je vois que Roxy, tu lèves la main. Ouais, non, c'est très bien, t'as un truc. Donc, on a également une newsletter où on fait les news maintenant. Et il y aura un petit changement de structure de l'entonnoir. Je vais plus le mettre sur YouTube le lundi matin. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ça sera que le format long sur podcast. Et le lundi, on va faire un mini récap 5 minutes ou je dirais en mode les news rapides 5 minutes. Et je renverrai les gens vers le podcast de 1 heure pour l'écouter. Comme ça, on différencie vraiment le YouTube et le podcast. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, les gars, on peut en parler en DM. Mais je pense que ça va permettre de ranimer un petit peu le YouTube qui, en bear market, c'est assez compliqué quand même niveau stats. Et comme ça, YouTube, 5 minutes, short, TikTok, les gens, ils veulent un truc rapide. Et s'ils veulent le format long, le podcast. Donc, c'est un petit peu la seule évolution qui arrive avec la newsletter en plus. Top.
Sur ce, voilà, merci à tout le monde de nous avoir rejoints ce soir en direct. Voilà, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que vous pouvez nous rejoindre à 18h sur Twitter en Space pour interagir avec nous. Vous pouvez demander la parole, nous rejoindre, poser vos questions, ajouter votre grain de sel, etc. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de journée, bon courage pour demain, la semaine commence et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Salut tout le monde. Tout le monde va devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Quel sera le vôtre?